Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les élèves, les étudiants plutôt qui suivent le module de toujours l'électromagnétisme. Donc là aussi, je voulais choisir un concours CCP 2018 filière TSI qui est, vous allez voir, ressemble énormément à une partie du CNC 2020. Il s'agit toujours de l'étude d'un transformateur, donc je le propose également parce que c'est un sujet commun aux filières DEC-PC et aux étudiants de cycle prépa. Donc là, on va étudier la transformation torique, donc on va calculer le champ magnétique, le flux, on va parler du coefficient d'induction, d'auto-induction et de l'énergie magnétique. Donc on étudie à présent le modèle simplifié, donc toujours dans ces concours, on vous donne énormément d'hypothèses qu'il faut bien comprendre. Donc voilà le modèle simplifié, schématisé sur cette figure. Vous avez le primaire, vous avez le secondaire qui contient N1 spire, là il contient N2 spire. Voilà la première hypothèse. On suppose que le milieu magnétique est parfait. Ça va jouer un rôle très important dans le calcul du champ magnétique. L'espace est rapporté, on va travailler en coordonnées cylindriques, ER, θ, EZ. Le bobinage primaire formé de N1 spire, il est parcouru par un courant I1. Le secondaire est formé par N2 spire et parcouru par un courant d'intensité I2. On note mesure la perméabilité du vide. Justifiez soigneusement que le champ magnétique créé à l'intérieur du tore par le courant est donné par B1 R θ Z égale à B1 de R suivant θ. Donc ça, c'est pas tout à fait vrai. Donc il faut d'abord montrer avant qu'il ne dépend que, vous allez voir, l'invariance va être uniquement suivant qu'il est suivant R et Z aussi, suivant θ. Et c'est par calcul qu'on va montrer qu'il ne dépend pas de R. En appliquant le théorème d'Ampère, pour un contour soigneusement précisé, démontrer que le champ magnétique est donné par cette relation, établir l'expression de flux de ce champ à travers une spire du circuit C1, en déduire le flux qu'on appelle en fait le flux propre au travers des N1 spires du primaire, ce qu'on appelle Φ11, flux envoyé par le circuit C1 à travers lui-même, et par conséquent déduire le coefficient d'induction propre L. Ensuite, on déduire d'abord définir l'inductance propre, ensuite montrer qu'elle est donnée par cette expression, qu'il est alors l'expression de l'inductance propre de L2, rappeler le coefficient d'induction mutuel, montrer qu'il est donné par cette relation. Maintenant, la résistance des bobinages étant négligée, voilà une deuxième approximation très importante, ça veut dire qu'on va travailler avec un transformateur parfait. Exprimer dans ces conditions-là la tension A au bord du primaire et celle au bord du secondaire en fonction de I1, I2, L1 et M. Faire le même pour la tension I2 et en déduire que I1 est égal à L1 sur M fois I2 fois cette expression-là. Ensuite, prouver que cette relation se simplifie pour faire ce qu'on appelle le rapport des transformations, c'est-à-dire montrer que I2 sur I1 égale à N2 sur 1 avec les hypothèses citées auparavant. Expliquer comment un transformateur constitue des éléments centraux de la chaîne de transport, on parle du transport de l'électricité. Que peut-on dire du rendement de puissance, le rendement, puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Le fonctionnement d'un transformateur est-il possible avec des signaux continus? Justifiez votre réponse. Quel peut être l'intérêt d'utiliser un transformateur si le circuit primaire et secondaire comportent le même nombre de spires? Vous voyez bien ici que I1 va être égal à I2. Donc, quel sera l'intérêt dans ce cas-là? Et technologiquement, les matériaux magnétiques des transformateurs sont réalisés en accolant des feuillets d'acier, c'est-à-dire on va feuilleter le noyau ferromagnétique et non pas formé par un métal massif pour une raison bien déterminée qu'il faut demande de préciser. On veut éviter un certain nombre de pertes. Donc voilà un sujet que j'ai déjà dit ressemble énormément au concours de CNC, concours polytechnique de 2020, que j'ai déjà corrigé sur la chaîne. Bien. Bon, j'ai vu dans plusieurs exercices de ce type qu'ils disent, bon, le champ magnétique va être suivant θ. Pourquoi? Parce que RZ est un plan de symétrie. C'est complètement faux. ER, EZ n'est plus un plan de symétrie. Parce que même si je prends ce plan-là,
Si je prends ce plan-là, c'est encore plus, parce que vous avez ici un courant I2, vous n'avez rien ici. Si je prends le plan médian, celui-là, ici j'ai un courant I1, ici j'ai pas le courant I1, j'ai un courant I2 qui est différent de I1. Donc ERZ n'est plus plan de symétrie. Donc comment justifier que le champ est suivant θ? Donc là, il faut utiliser la phrase milieu magnétique parfait. Et qu'est-ce que ça signifie un milieu magnétique parfait? Bon, je vais peut-être ajouter une page et vous dire qu'est-ce que c'est qu'un milieu magnétique parfait. Si vous prenez un matériau ferromagnétique, un matériau ferro, vous avez ici des lignes de champ qui arrivent dans ce matériau. Qu'est-ce qu'il va faire le matériau ferromagnétique? Il va faire ce qu'on appelle canalisation des lignes de champ. Donc, il va canaliser les lignes de champ. Donc, il va les rassembler. Donc, il va les réunir. Donc, ça veut dire quoi? Si vous avez une bobine réelle, voilà les lignes de champ. Donc, au milieu vont être des lignes horizontales, mais à la sortie, les champs vont quitter la bobine. Voilà les lignes de champ dans une bobine réelle. D'accord? Donc, normalement, ici, les lignes de champ vont être comme ça, sans noyau ferromagnétique. Donc, voilà les lignes de champ créées par ce bobinage. La même chose, les lignes de champ créées par l'autre bobinage. Hein, donc, vous allez avoir quelque chose qui est comme ça. Mais le fait d'avoir, donc je vais tout éliminer, le fait d'avoir un matériau ferromagnétique, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez un champ magnétique qui est créé dans cette bobine, il va être canalisé, donc il va être toujours canalisé dans ce noyau ferromagnétique et aucune ligne de champ ne va quitter ce milieu ferromagnétique. C'est ça l'intérêt de matériaux ferromagnétiques. Ça permet de canaliser les lignes de champ, de les centrer. Autrement dit, il empêche les lignes de champ de sortir de ce noyau ferromagnétique. Et c'est ça qui justifie que le fait que B est suivant Eθ. Bien. Maintenant, on nous demande, donc voilà, là aussi, vous n'avez pas invariance par translation suivant EZ, hein, parce que si vous déplacez suivant EZ, bien sûr, vous allez vous éloigner ou vous allez vous rapprocher du tore. Donc, vous n'avez plus invariance par translation suivant EZ. Donc, a priori, l'autre champ va être suivant R et Z aussi, hein, et R et Z suivant Eθ. On va choisir maintenant un cercle pour calculer le champ. On va choisir un cercle de rayon R dans un plan Z constant. À Z égale à une constante. C'est-à-dire on va le choisir dans un plan Z égale à une constante. Donc ici c'est un cercle qu'on va orienter d'abord. Toujours gamma d'ampère, il faut l'orienter. Si je l'oriente dans ce sens, la normale elle est sortante. Je l'oriente dans ce sens tout simplement pour compter les courants positifs, les courants positifs des deux signaux, voilà, parce que c'est dans ce sens qu'on me dit les courants. Sinon, si je l'oriente dans le sens inverse, les courants seront comptés négativement. Donc là, il faut faire très attention. Donc, si Z égale une constante, et bien sûr sur un cercle rayon constant, le B dans ce cas-là va être constant. Donc, la circulation suivant un contour fermé va être B fois 2π fois R. Combien de courants traversent? Là, on ne dit que le champ créé par le circuit C1, donc je ne vais pas m'intéresser au circuit C2. Donc, la sommation du courant qui traverse ce contour gamma, c'est N fois N1 fois I1. Donc, N1 fois I1. Donc, le champ magnétique va être mu0 N1 I1 sur 2πr suivant Eθ. Vous voyez que ici, c'est algébrique. Hein, c'est algébrique. Faites attention, algébrique. Et c'est le calcul, le choix du contour, l'orientation gamma qui me donne le sens. Donc, avec ce sens-là, il va être suivant Eθ. Si par hasard, on avait choisi le sens inverse, le champ va être suivant moins Eθ. Bien. Maintenant, on nous demande de calculer le flux de ce champ magnétique B1 à travers une spire de C1. Donc, voilà une spire carrée. Donc, on vous dit de section carrée. Donc, je vais calculer le flux à travers cette spire. Notez bien ici, le champ B, il dépend de R. Donc, il n'est plus constant. Il n'est plus constant. Donc, je dois prendre un élément de surface d'épaisseur D de R et de hauteur A, qui est le côté. Donc, D de S, ça sera égal à quoi? Ça sera A fois D de R suivant Eθ. D'accord? Donc, on va orienter notre élément de surface dans ce sens-là, de façon que la normale soit suivant Eθ. Et donc, voilà, le champ magnétique va être l'intégrale R varie entre ce point et ce point, entre R jusqu'à R plus A. Mu0 N1 I1 sur 2πr A fois D de R.
Donc, je sors tout ce qui est constant. Il me reste l'intégrale d de R sur R et l'intégrale d de R sur R, c'est le log de R. Entre R et R plus A, ça vaut dans le log de R plus A sur R. Ça, c'est le flux à travers une seule spire. Une seule spire. Bien, le flux total, bien sûr, il suffit de multiplier par le nombre total de spires qui est N1. Donc, voilà le flux total. Bien. Question 14. Rappelez la définition de l'inductance propre. Je vous rappelle, l'inductance propre, il est défini par le flux propre. On va d'abord définir le flux propre d'un circuit, c'est-à-dire le flux envoyé par le circuit à travers lui-même, c'est-à-dire l'intégrale de B1 d de S1. Et le flux propre va être proportionnel au courant I1. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle l'inductance propre. On va déduire la valeur de L, on connaît déjà fait 1A, donc c'est le coefficient de proportionnalité au courant I1, donc tout le reste, on va enlever I1, tout le reste, ça va être l'expression de L1. Et bien sûr, de même pour L2, c'est exactement une démonstration, donc il suffit de remplacer N1 par N2, et c'est tout, donc ce sera exactement la même. Bien. Définir le coefficient d'induction mutuelle. Donc, le coefficient d'induction mutuelle, on le définit entre deux circuits. Donc, vous avez un circuit C1 de façon générale, un circuit C2. Donc, le circuit C1 va créer un champ magnétique dans la région où se trouve C2. Et le flux de ce champ à travers le circuit C2 va être proportionnel à I1. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle l'induction mutuelle. Donc, je calcule le flux envoyé par C1 à travers C2. Donc, c'est C1 qui crée le champ. Et je calcule le flux de champ à travers toute la surface du circuit C2. Et le coefficient de proportionnalité, c'est I1. Je peux le déduire aussi par l'inverse. Je calcule le flux envoyé cette fois-ci par C2 à travers C1. Et dans ce cas-là, il va être proportionnel à I2. Et bien sûr, ça, on le note M12. Ça, c'est M21. Mais vous savez que M12 égale à M21 égale à M. Théorème de Maxwell. Donc, on va calculer, pour définir le coefficient d'induction mutuelle, on va dire le flux envoyé par le circuit A à travers 2 est égal à Φ12 est égal à M fois I1. Donc, comment calculer M? Je calcule le flux envoyé par le circuit A à travers le circuit 2. Donc, je prends une spire du circuit 2, que j'oriente dans ce sens-là. Comme ça, non, je l'oriente dans l'autre sens plutôt pour avoir un élément de surface qui est suivant au θ, B est suivant au θ. Donc, je calcule l'intégrale de B1 d de S2. Donc, c'est exactement le même calcul de tout à l'heure. L'intégrale, bien sûr, c'est toujours entre R jusqu'à R plus A. Et ça vous donne, bien sûr, entre R jusqu'à R plus A, ça vous donne cette expression-là. Donc, le flux total, il suffit de multiplier par le nombre total de circuit C2 qui est N de spire, donc N2 fois phi. Et bien sûr, le coefficient d'induction mutuelle, c'est tout le coefficient qui est proportionnel à I1. Donc, voilà le coefficient d'induction mutuelle M. Donc, vous voyez bien que ce coefficient d'induction mutuelle, qui est en fait l'équivalent de la capacité pour les condensateurs, c'est un paramètre qui ne dépend que des paramètres géométriques. C'est un coefficient qui dépend des paramètres géométriques. Vous voyez le nombre de spires, le rayon et la section du carré. C'est comme la capacité de condensateur. Vous vous rappelez, c'est ε0 fois S sur E. Il dépend de la surface, de l'épaisseur. Là, il dépend du nombre de spires, du rayon de la section et du rayon du tore. Bien. Maintenant, on revient à notre transformateur qu'on va modéliser ici par un primaire, un secondaire, un nombre bobinage N1, N2, et on nous demande de calculer la tension I1 en fonction de I1, I2 et ainsi de suite. Bon, vous savez que le flux total à travers le primaire, c'est le flux propre plus le flux envoyé par le circuit C2, donc L1 I1 plus M fois I2. Donc la force électromotrice induite d'après la loi de Faraday au niveau du primaire, c'est moins D de Φ1 sur D de T. Donc c'est moins L1 D de I1 moins M D de I2 sur D de T. Comme on néglige, là, normalement il y a une résistance ici, mais on le prend égal à 0. Donc on oriente toujours la force électromotrice dans le sens du courant. Donc vous avez bien sûr I1 plus E1 égale à 0, ou bien I1 égale à moins E1. Donc voilà l'expression de I1. Donc, de même, pour I2, vous avez exactement la même chose. Il suffit de remplacer les indices 1 par l'indice 2. Bien, maintenant, déduire que I1 est égal à ça. Il suffit d'utiliser cette relation A et 2 et d'éliminer. Vous voyez bien ici, vous avez I2
en fonction de dI2 sur D de T. Donc, je dois éliminer D de I1 sur D de T. Donc, j'exprime D de I1 sur D de T dans la relation 1. Dans la relation 2, c'est 1 sur M I2 moins L2 D de I2. Et je remplace dans l'expression A. Et je trouve exactement la relation qu'on me demande. Donc, vous voyez, c'est L1 sur M fois I2, il est là. Ensuite, je mets au même dénominateur M, et là, vous allez avoir M au carré, moins L1, L2 sur M, D de I2 sur D de T. C'est exactement le terme que j'ai. Donc, voilà comment on détermine cette relation. Montrer que I2 sur I1 égale à N2 sur N1. Donc, vous voyez bien, il suffit de donc, je rappelle l'expression de L1, l'expression de L et l'expression de M. Si vous faites le produit L1 fois L2, vous allez trouver exactement M carré. Donc, ce terme est égal à 0. Donc, I2 sur I1 est égal à M sur L1. Et si je divise M par L1, vous voyez bien qu'il va vous rester N2 sur N1. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi des tensions. Donc, qui est aussi valable dans le cas d'un transformateur parfait, c'est-à-dire on néglige tout ce qui est perte dans le transformateur, on est fait par effet Joule, hystérésis et par courant de Foucault. Rôle du transformateur pour le transport de l'électricité. Donc, comment en fait se fait le transport de l'électricité? Vous avez un lieu où il y a une production, par exemple au niveau d'un barrage, et on va utiliser cette électricité dans une ville qui se trouve par exemple à 300 km du barrage. Donc, il faut transporter de l'électricité. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des fils, bien sûr, de cuivre, des fils de transport. Or, vous savez que la puissance dissipée par effet Joule, c'est RI carré. Donc, si on veut transporter une très très grande puissance, le courant va être très très fort. Et si le courant est très fort, vous allez avoir, bien sûr, la puissance c'est U fois I. Donc, pour une grande puissance, le courant il est très important. Donc, les pertes par effet Joule vont être extrêmement importantes. Comment éviter les pertes? Eh bien, dès la production, on va utiliser un transformateur élévateur de tension. Donc, on va élever la tension à une très très haute tension. Si U augmente énormément, vous voyez bien que le courant va diminuer énormément. Et si le courant diminue énormément, on diminue les pertes. Donc, on peut transporter notre électricité jusqu'au voisinage de la ville où on va la consommer. On va refaire un transformateur abaisseur de tension dans ce cas-là. Et puis, utiliser l'électricité basse tension. Donc, on utilise un transformateur essentiellement pour minimiser les pertes par effet Joule lors du transport de l'électricité. Que peut-on dire du rendement en puissance, qui est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée? Bien sûr, si on néglige toutes les pertes, effet Joule, hystérésis et par courant de Foucault, ce rendement est égal à 1. Est-ce qu'on peut utiliser le transformateur en courant continu? Je viens de démontrer que U1, c'est D de phi 1 sur D de T. Bien sûr, si le courant est continu, le champ est constant déjà, va créer un champ constant. Et si le courant est constant, le circuit est fixe, il n'y a pas de variation de flux, donc pas de force électromotrice induite, donc pas d'induction. Donc si vous avez un courant primaire au niveau un courant variable au cours du temps au niveau du primaire, il va induire une tension U égale à 0 au niveau du secondaire. Si I égale à constant, pardon. Si I égale à une constante, s'il traverse ce champ, vous allez avoir un champ constant qui traverse le secondaire, champ constant, circuit fixe, pas d'induction d'après la loi de Faraday, donc la tension U2 va être nulle. Donc on ne peut pas utiliser le transformateur en courant continu. Quel est l'intérêt d'utiliser le transformateur CN1 égale à N2? Bon là, vous voyez bien que je peux juste l'utiliser comme un isolateur pour l'isolement. Donc j'applique U1 dans un primaire et je peux récupérer cette tension au bord d'un secondaire. Maintenant, dernière question, transformateur, on a collant des feuilles d'acier. Quel type de perte cherche-t-on à éviter? Donc là, je vous rappelle juste ce qu'on appelle les courants de Foucault. Si vous avez, je vais peut-être faire une page claire, si vous avez un conducteur massif, un métal, sous forme d'un cylindre, que vous placez dans un champ magnétique variable B de T, d'après les lois de l'induction, un champ variable va créer un champ électromoteur variable, E de M. Ça, c'est un conducteur, il contient des électrons libres. Si vous avez un champ électrique variable qui dépend du temps, vous allez avoir un courant variable, J. Bien sûr, un champ va déplacer les électrons vont créer un courant, et donc vous allez avoir une densité de courant variable dans le conducteur qui est suivant Eθ. Et ces courants-là, c'est ce qu'on appelle les courants de Foucault. Courants de Foucault.
Et donc, ils vont chauffer votre métal et vous allez voir des pertes par effet Joule. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait pour éviter ces courants de Foucault? Eh bien, on va feuilleter notre métal. Donc, on va le faire défeuiller. Et donc, le courant va passer d'une région métallique à une région vide où la résistance, elle est énorme dans le vide. La résistance, elle est très, très grande. Donc, on va minimiser ces courants-là. Ils vont être très, très faibles dans ce cas-là, d'où l'utilisation des feuillets. Donc, on accole des feuillets d'acier pour minimiser ce qu'on appelle les pertes par courant de Foucault. Et bien, voilà pour la partie qui traite le transformateur, que je rappelle exactement ressemble à 90% de la partie qui a été proposée en 2020 au concours commun Polytechnique. Comme d'habitude, je vous propose ces exercices parce qu'ils sont en même temps pour les étudiants de la faculté, en même temps pour les étudiants de cycle prépa. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette chaîne. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à la physique apparemment. Donc voilà, je continue quand même pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.